Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Allonger le délai légal pour avorter à 18 semaines, supprimer le délai d'attente de 6 jours, décriminaliser l'avortement, former tous les étudiants en médecine à sa pratique, mieux rembourser la contraception, donner des informations objectives aux femmes qui souhaitent avorter. Voici quelques-unes des recommandations du groupe d'experts chargé d'évaluer la pratique et la législation de l'interruption volontaire de grossesse en Belgique. Un groupe qui a remis son rapport, fruit d'un an de travail et d'échanges, au Parlement fédéral il y a quelques jours, et on peut dire que ce rapport reflète l'évolution de la société depuis la loi l'allemand Mikkelsen de 1990, et il laisse aussi une place beaucoup plus importante à l'autonomie de décision des femmes. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors on va tenter de comprendre dans notre émission ce soir les différentes recommandations de ce rapport avec le coprésident du groupe d'experts chargé d'évaluer la pratique et la législation de l'IVG en Belgique. Yvon Angler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin gynécologue à l'hôpital Erasme, ancien recteur aussi de l'ULB. Et à vos côtés, Sylvie Losberg, vous êtes directrice études et stratégies au Centre d'action laïque et vous coprésidez la Commission nationale d'évaluation interruption de grossesse, une commission qui a remis son rapport en février au Parlement. Alors, on va le voir, vos recommandations se rejoignent, mais on va le voir aussi, Sylvie Losberg, que dans ce rapport, il y a des chiffres et des données de plus en plus précises sur l'âge de la grossesse, sur les raisons. On va creuser ça tout à l'heure. Alors, Yvon Angler, peut-être pour démarrer et donner un peu le contexte finalement de ce groupe d'experts, il a été mis en place début 2022 et c'était une demande des groupes politiques de la majorité à la Chambre. Et l'idée, c'était de dépassionner un peu ce débat autour de l'IVG. On sait qu'en 2018-2019, il y avait eu des tensions au sein du Parlement sur cette question. Et là, il fallait un peu clarifier les choses, un peu dépassionner, un peu objectiver. Mais donc c'est une commission qui a été mise sur pied dans le cadre de l'accord de gouvernement qui prévoyait que les questions éthiques seraient reprises en débat à l'intérieur de la majorité après une objectivation externe. Et donc c'est dans ce contexte que les groupes parlementaires de la majorité se sont adressés aux recteurs des universités qui forment des médecins. Donc les 7 universités qui forment des médecins ont chacune délégué un représentant dans un groupe de pilotage, un comité scientifique, et ce comité scientifique avait une année pour remettre son rapport. Ce rapport a été préparé dans 4 groupes de travail, chacun de 9 membres, donc au total c'est 35 experts venant de tous les horizons universitaires de Belgique, l'UCL, la KUL, l'ULB, la VUB, Liège, Gand, et Anvers, qui sont les universités qui forment des médecins. Et on peut dire que ces recommandations, donc il y a 25 recommandations qui ressortent, et on voit qu'il y a vraiment eu un large consensus. Donc c'est tout... Oui, donc je pense que l'objectif de dépassionnaliser a été atteint. Ça s'est passé dans un très grand respect, une discussion très ouverte. Aussi une discussion académique, c'est-à-dire de faire un effort pour objectiver les prises de position, de rechercher dans la littérature les données, bref, de faire un travail comme on le fait en science, même si c'est de la science humaine ici, bien sûr imprégnée par une certaine vision de la société, de l'ensemble des membres de ces groupes de travail. Il y aura un rapport final de 250 pages avec plus d'une centaine de références à la littérature. Donc, solide au plan scientifique et technique et très consensuel, il faut le reconnaître, au niveau des recommandations qui vont dans beaucoup de directions. Oui, alors justement, on va un peu creuser ces recommandations. On ne va pas les lister toutes, ces 25 recommandations, mais on peut dire qu'il y a plusieurs catégories. Et une des choses qui ressort, c'est vraiment la question de la prévention. Donc la prévention via notamment la contraception, mais aussi la promotion de ce qu'on va appeler l'IVG précoce. Exact. Donc le groupe de travail reste sur ce message que la meilleure interruption de grossesse, c'est celle qu'on ne doit pas faire, et donc de continuer à développer à la fois l'information, mais aussi l'accessibilité. Donc une des recommandations que nous faisons sur la base de l'observation de l'évolution des chiffres qui montrent que
les interruptions de grossesse diminuent le taux d'interruption diminue chez les jeunes femmes et augmente au-delà de 25 ans, qui est la limite de la contraception gratuite en Belgique. Et donc, une des recommandations que nous faisons dans ce domaine est justement d'étendre la gratuité. L'autre aspect, c'est qu'à partir du moment où il y a une interruption qui doit être faite, c'est de la faire le plus vite possible. Et là, il y a toute une série de barrières à lever sur l'accès à l'interruption médicamenteuse, mais ça touche aussi à un des points sensibles du rapport, qui est évidemment le délai d'attente. Oui. Alors, Sylvie Losberg, on voit en fait dans ce rapport de la commission, donc vous, je le répète, vous coprésidez la Commission nationale d'évaluation d'interruption de grossesse, donc vous vous basez vraiment sur les chiffres réels, en l'occurrence ici les chiffres de 2020 à 2021, et on voit dans ce rapport que par exemple 75% des IVG se font avant 8 semaines. Oui, et c'est une avancée, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit que les femmes sont mieux informées, ont peut-être un accès plus simple, plus direct au centre d'IVG, parce que c'est un peu moins stigmatisé qu'auparavant. Et donc, les femmes découvrent plutôt leur grossesse et demandent plutôt une IVG. On a 23% avant 6 semaines. Puis, entre 6 et 8 semaines, il y a 50% des demandes. Et donc, vous voyez qu'au fond, dans les 3 semaines qui précèdent le délai, puisque 8 semaines de grossesse, la loi prévoit jusqu'à 12 que c'est possible, mais il faut attendre une semaine. Donc, il leur reste 3 il y a une semaine de délai d'attente. Ça veut dire qu'en fait, 75% effectivement le découvrent et demandent une IVG avant 8 semaines. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les femmes qui n'obtiennent pas une IVG dans les délais, elles sont aussi dans ces 75. Elles demandent une IVG à 8 semaines et elles ne l'obtiennent pas. Et donc, elles vont en Hollande où elles gardent une grossesse qui n'est pas désirée. Et là, on a vraiment la possibilité de mieux comprendre les parcours de femmes. Et c'est ce qu'on a fait avec la plateforme Abortion Right, puisqu'on a demandé aux femmes qui avaient dépassé ce délai ce qui leur était arrivé. Et on voit que ce ne sont pas des raisons générales. C'est ou mal diagnostiqué, mal renseigné, on les fait attendre, on les culpabilise, et puis vous avez des problèmes physiologiques qui interviennent. Et donc, c'est très important de comprendre qui sont ces femmes qui demande une IVG avant le délai légal et qui se retrouve en fait après le délai. Alors oui, Yvan Angler. Et donc c'est un des points évidemment importants du rapport, c'est la question des femmes qui sont hors délai. Et donc, c'est un des groupes de travail qui a été entièrement consacré à cette question. On a évidemment utilisé les données que Sylvie Losberg vient de rappeler. Et le consensus du groupe, c'est d'étendre l'autorisation d'interrompre à la simple demande des femmes jusque minimum 18 semaines. Donc en réalité, le groupe de travail s'est divisé sur la limite à laquelle il faut étendre. Mais il y a un consensus global sur le fait qu'il faut étendre au moins jusque 18 semaines. Alors le groupe de travail a été massivement en faveur d'aller jusque 22 semaines. Le comité scientifique a remis une recommandation qui est d'aller entre 18 et 20 semaines dans l'extension de la loi, de façon, d'une part, à ce que nous assumions en Belgique ces interruptions de grossesse tardive qui aujourd'hui sont faites en Hollande, mais surtout évidemment pour lutter contre les inégalités que ça représente, puisque le fait de devoir aller à l'étranger, ça veut dire d'abord une culture de cette capacité de sortir, c'est aussi d'avoir le droit de sortir. Les personnes sans papier, passer la frontière, c'est un gros problème, c'est coûteux. Ça représente un obstacle de langue qui fait qu'il y a une inégalité d'accès qui est un des facteurs pour lesquels, de manière consensuelle, la recommandation est d'aller au moins
jusque 18 semaines. Et ça, on peut imaginer que ce sera un des points qui va faire l'objet d'un débat intense au Parlement. Au Parlement, mais on voit qu'il y a effectivement un vrai consensus scientifique sur cette question. Mais alors, je me retourne quand même vers vous, Sylvie Losberg, parce que toutes ces données sur finalement l'état actuel de l'IVG, de qui avorte, là, en fait, vous avez affiné cette année des questionnaires. Donc, il y a un questionnaire qui est remis aux femmes. Vous l'avez affiné. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça a apporté finalement d'affiner ce formulaire? Alors, il faut se rappeler que lorsque la commission a été créée juste après le vote de la loi de 90, c'était pour surveiller le nombre d'avortements. On croyait que le nombre d'avortements allait exploser parce que tout à coup les femmes pouvaient le faire de manière non clandestine et sécurisée, ce qui évidemment est une vision tout à fait tronquée de la réalité. Depuis, ce formulaire, il a évolué. Pourquoi? Parce que la société évolue et on s'est rendu compte aussi que ce formulaire qui demandait auparavant aux femmes de se justifier, au fond, était rempli avec beaucoup de réticence, parce que c'est la culture de la culpabilité. C'est quoi la vraie raison pour laquelle vous avortez? En 2018, il n'a plus été requis de donner les raisons de la détresse de la femme, donc c'est facultatif. Mais c'est très important pour la Commission que les prestataires de soins remplissent ce document. Et donc, parce que ça nous permet de mieux comprendre le vécu des femmes, c'est pas pour les surveiller, c'est pour mieux les accompagner. Donc on a modifié ce formulaire il y a 2 ans et on y a ajouté notamment beaucoup d'entrées qui concernent ce que la femme est en train de vivre ou a vécu. Donc les situations de violence, les situations de sabotage contraceptif, la pression religieuse, familiale, etc. Et on voit que si l'on globalise ces réponses, on est à plus de 1000 femmes par an qui ont demandé une IVG pour des raisons liées à une violence qu'elle soit institutionnelle, familiale ou autre. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que ça veut dire aussi qu'après #MeToo, on voit bien que c'est aussi après #MeToo, que la violence envers les femmes, elle peut se dire aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. Auparavant, on avait une ou deux IVG pour viol par an. Et dans les 2 derniers formulaires, c'est plus de 50 par an. Donc vous voyez que le fait d'ouvrir on a ouvert le questionnaire, eh bien, ça permet de mieux comprendre et donc de mieux référer. Alors, on a parlé, on parle pas mal de l'autonomie de décision des femmes et le fait que c'est vrai qu'entre 1990 et aujourd'hui, la société a changé et les femmes étaient quand même fort infantilisées dans la première mouture de la loi en 1990. Aujourd'hui, dans les recommandations du rapport, il y a vraiment cette volonté de ne plus les infantiliser et de leur donner plus d'autonomie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans la loi actuelle des dispositions qui restent de 1990, qui étaient des dispositions, je pense, de compromis à l'époque pour rendre la décriminalisation partielle de l'avortement acceptable, le délai de réflexion, comme si les femmes ne réfléchissaient pas avant et qu'il fallait leur dire combien de temps elles doivent réfléchir, le fait d'être informées sur l'adoption, sur l'aide aux mères célibataires, qui sont toutes des dispositions qui aujourd'hui ne sont plus acceptées, qui sont vécues comme infantilisantes et que nous recommandons de supprimer simplement, d'autant plus que les exemples à l'étranger montrent que leur impact est à peu près nul. D'ailleurs, en ce qui concerne certaines de ces dispositions, on sait que dans la pratique, un certain nombre de centres ne les appliquent pas lorsque ce serait offensant pour les femmes d'aborder les questions de ces façons-là. Donc je crois qu'il faut reconnaître une évolution très claire de notre société. Le rapport, me semble-t-il, est d'ailleurs empreint de cette évolution du mouvement féministe et de cette maturité, je dirais, exigée aujourd'hui par les femmes de respect de leur autonomie. Alors un des points importants, me semble-t-il, qui est d'une certaine façon lié à cela, c'est la recommandation de faire rentrer la loi sur l'interruption volontaire de grossesse dans les lois des soins de santé. Alors ça peut paraître curieux, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc historiquement, la loi Lallemand-Mikkelsen était dans le code pénal, c'est une exception à la criminalisation et au fait que c'est une infraction pénale. En 2018, la loi était sortie
du code pénal, mais est restée un peu flottée, je dirais, nulle part. Nous recommandons très clairement de la faire rentrer dans la législation sur les soins de santé. Ça a des conséquences immédiates importantes. D'une part, ça veut dire que les lois des droits des patients s'appliqueraient automatiquement, que les modes de fonctionnement, les critères de qualité, la formation des prestataires, tout ça est défini dans la loi sur les soins de santé. Automatiquement, tout ça s'applique. Les aspects médico-légaux aussi. Et la conséquence de cela est une recommandation, une fois pour toutes, de décriminaliser entièrement les femmes. C'est le cas dans les soins de santé. Le patient n'est pas criminalisable, c'est le prestataire qui assume la responsabilité des actes médicaux qu'il pose. Et donc, nous recommandons d'une part de faire rentrer la loi dans les soins de santé, ce qui n'empêche pas d'avoir des dispositions particulières, et d'autre part, de décriminaliser totalement les femmes. Oui, Sylvie Losberg. Oui, alors c'est très important de comprendre ces mécanismes législatifs, parce qu'on pourrait croire que les gens ne vivent pas avec la loi, ils ne savent pas. En fait, on se rend compte que les femmes en Belgique sont très imprégnées de cette criminalisation, par la stigmatisation quand elles sont avant 12 semaines. Et on le voit très clairement chez les femmes qui sont hors délai. Leur premier sentiment, quand on leur dit qu'il faut qu'elles aillent en Hollande, elles disent « alors, en fait, je suis comme une criminelle ». Et c'est le mot qu'elles utilisent. Hein. Donc ça veut dire que les peines sur la tête des femmes faire rentrer dans leur vécu, c'est une faute. C'est un délit, c'est une faute, et ça peut même être un crime. Et donc là, je crois vraiment que c'est totalement inadmissible aujourd'hui dans un pays comme le nôtre. En France, ça n'existe pas. En Pologne même, ça n'existe pas d'incriminer les femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit absolument être supprimé. Et je vous rappelle que c'était une demande en 2018 et que ça n'a pas été le cas. Donc on peut quand même se poser la question de savoir quel est ce gouffre entre le législateur et le vécu des citoyens et leurs attentes aussi à l'égard de leur pays. Donc effectivement, considérer la femme qui souhaite avorter comme une vraie patiente, ça paraît effectivement la base. Et en tout cas, ça ressort effectivement de vos deux rapports d'ailleurs. Alors, évidemment, pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, pour la femme notamment, mais aussi pour les prestataires de soins, il faut qu'il y ait des prestataires de soins. Il faut qu'il y ait des personnes qui pratiquent cet avortement. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de médecins qui pratiquent l'avortement, pas assez de médecins qui sont formés. Et donc, on voit aussi dans les recommandations du rapport qu'il y a vraiment une volonté de combattre cette pénurie. Exactement. Donc, le rapport s'est penché sur la question de l'accès réel. Et dans cet accès réel, bien entendu, au-delà des dispositions législatives, il faut qu'il y ait des prestataires. En Belgique, nous sommes encore dans une situation moins dramatique que dans beaucoup des pays voisins. En France, la situation est dans certaines parties très difficile. En Italie, la loi est simplement inapplicable et inappliquée dans le secteur public parce qu'il n'y a pas de gynécologue qui accepte de faire les interruptions de grossesse dans le secteur public. Ils le font dans leur clinique privée, mais pas dans le secteur public, qui sont des choses inacceptables. Donc, il y a un bouquet de mesures qui sont proposées dans le rapport pour s'assurer que les prestataires soient en nombre suffisant. Ça veut dire la sensibilisation des étudiants en médecine, ça veut dire la formation des médecins à l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi leur sensibilisation à cette question, et des revalorisations financières, comme dans d'autres domaines, pour reconnaître l'importance du travail qui est fourni. À côté de cela, il y a une série de mesures qui sont destinées à intégrer d'autres prestataires, comme dans d'autres branches de la médecine. Il n'y a pas que les médecins qui peuvent activement participer aux actes techniques. On pense bien entendu aux sages-femmes, aux infirmières, à qui l'on peut donner un certain nombre de responsabilités. Enfin,
Le monde d'aujourd'hui est le monde digital, le monde Internet. La crise Covid a montré qu'une partie des activités de l'interruption de grossesse médicamenteuse peuvent être gérées à distance. Et donc, nous recommandons aussi d'intégrer cette expérience clinique issue de la crise Covid dans les dispositions là de l'INAMI sur la reconnaissance des centres qui leur permettent de faire un certain nombre d'activités par télémédecine, ce qui diminue évidemment le nombre de visites nécessaires pour les femmes et la rend moins difficile d'avoir des rendez-vous. Donc toute une série de mesures qui sont destinées à ce que l'on ne se retrouve pas dans la situation d'une loi inappliquée par manque de prestataires. Par manque de prestataires. Et ça, c'est vrai que dans les recommandations aussi de la Commission nationale d'évaluation de l'interruption de grossesse, il y a cette proposition d'élargir, par exemple, aux sages-femmes la pratique de l'IVG. Donc, ça, c'est une des solutions qui pourrait vraiment être une bonne solution pour vous, Sylvie Losberg. Oui, aussi parce que une sage-femme, elle peut aider à un accouchement et aujourd'hui, elle ne peut pas aider à une interruption de grossesse, ce qui, en fait, est irrationnel. Hein, voilà. Et c'est un prestataire de soins qui est très proche des femmes aussi et de l'ensemble de leur vie sexuelle et reproductive également. L'autre élément que je trouve vraiment important, outre que cette recommandation se retrouve dans les deux rapports, c'est le fait que la femme est considérée comme une patiente dans les soins de santé et non plus comme une femme qui demande quelque chose d'exceptionnel. Oui, et qui est criminalisée. Oui, du coup. avec la possibilité aussi pour elle de choisir sa méthode d'IVG. Ça, c'est une vraie question, puisqu'on voit qu'on est quasiment à 50% d'IVG médicamenteuse et d'IVG chirurgicale. Mais l'IVG médicamenteuse demande moins de prestataires de soins. Donc, on a mis aussi un accent, parce que nous avons le retour des centres à la commission d'évaluation, ce sont les centres qui nous informent. Et là, c'est une question importante de pouvoir garantir le choix de la méthode, ce qui est garanti par la loi sur les droits des patients. Donc, c'est important, cette loi sur les droits des patients, parce que ça peut garantir aussi aux femmes, notamment, le choix d'une méthode, ce qui est quand même assez logique quand on demande un soin. Mais pour qu'elles puissent choisir, il faut aussi les informer. Et là, on voit, mais ça ressort déjà dans ce que vous avez dit, mais c'est vrai que donner une information complète, une information objective, avoir un site internet, par exemple, qui serait un site qui reprendrait toutes les informations officielles sur l'IVG, les lieux où on peut se rendre, ça paraît peut-être essentiel quand même. Donc ça, c'est une des recommandations du rapport aussi, c'est de créer un site officiel sur lequel l'ensemble des données, l'ensemble des points de contact puissent être retrouvés par les femmes. Le monde d'aujourd'hui, digital, permet de faire circuler l'information, mais aussi la désinformation. Et on sait que c'est un enjeu qui ne va être que croissant dans le monde d'aujourd'hui. On peut le prédire sans risque de se tromper. Et donc, il est important qu'au niveau de l'autorité publique, on prenne les mesures nécessaires à ce que la loi soit connue, mais aussi les moyens pratiques de pouvoir l'exécuter. Oui, donc pour compléter, quelle est la situation en Belgique? Jusqu'il y a 2 ans, on ne trouvait pas sur le site du ministère de la Santé ni les lieux pour accéder à un avortement, ni les conditions de manière claire. On renvoyait les personnes au moniteur belge. Et pour le trouver, il fallait cliquer sur le site sur un onglet qui s'appelait « Début et fin de vie ». Donc vous imaginez bien qu'une femme qui demande un avortement ne va pas cliquer sur début et fin de vie. Et donc on a dû faire vraiment le forcing pour que l'administration modifie ça, ce qui est le cas maintenant. Ce n'est quand même pas idéal puisqu'il renvoie vers des sites qui, eux, sont faits par le monde associatif et donnent les informations précises pour avorter. Un autre élément par rapport à l'information, c'est qu'aujourd'hui, si vous tapez IVG Bruxelles ou IVG Belgique, le premier site qui vient, c'est un site anti-IVG et le deuxième, c'est une clinique privée. Donc, le travail de référencement pour que les femmes aient accès, comme vous l'avez dit, à une information juste, précise, fiable et qui soit garantie par l'État, ce n'est pas encore fait et c'est pourquoi les deux
rapport, les deux groupes, sans se concerter, ont demandé cette même mesure à un site officiel, comme en France. En France, vous avez ivg.gouv.fr, no question asked. En Belgique, ce n'est pas encore le cas. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques mois, il y a eu une décision qui a cassé finalement le droit à l'avortement aux États-Unis, d'où un débat qui s'est ouvert dans beaucoup de pays européens sur l'idée d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Et on voit dans votre rapport, Yvon Angler, que à la fois la Commission soutient cette volonté, pourquoi pas d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, mais vous dites que ce n'est pas suffisant, il faut être sûr qu'on maintient une attention au débat de société et être vigilant sur ce qui se dit dans la société sur l'avortement. En effet, je crois que donc l'inscription dans la Constitution est un objet de débat complexe. D'abord, il faut disposer d'une majorité spéciale, il faut agir sur 2 législatures. Donc il y a la question de savoir si c'est possible ou pas. C'est pas ça pour nous qui était le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut être conscient que l'inscription dans la Constitution n'est pas une espèce de garantie de pérennité que, je pense, à tort, on croit parfois. Alors, vous avez rappelé l'exemple de la Cour suprême des États-Unis qui, en 2 semaines, en un rapport, efface 40 ans de protection du droit des femmes. Mais dans l'autre sens, l'Irlande, qui avait inscrit dans sa constitution la défense de la vie dès la conception, ça n'a pas empêché de prendre une loi de dépénalisation partielle de l'interruption volontaire de grossesse. Et donc, pour nous, le risque de l'inscription dans la Constitution, c'est de penser que le débat public, que la défense des libertés ne serait plus nécessaire, qu'elle serait garantie par un texte, ce qui n'est pas le cas. Et donc, le plus important que nous recommandons, c'est le maintien du débat citoyen. La question de l'avortement restera une question éthique complexe, un affrontement des valeurs que nous portons tous d'une certaine façon, d'une part, du droit à la vie privée, à l'autonomie des femmes, d'autre part, de la défense du fœtus. Et donc, ce débat-là, il faut qu'il continue à vivre et que nous défendions les droits acquis, qui est la meilleure garantie de leur pérennité, probablement une meilleure garantie que l'inscription dans la Constitution. Mmh. Alors le débat, il sera citoyen, mais il va d'abord être parlementaire. Alors peut-être juste en quelques mots, on arrive à la fin de l'émission, mais vos 2 rapports, ils vont être présentés donc au Parlement. Vous allez aller les présenter après l'envoi papier, on va dire. Et quelles sont les étapes et qu'est-ce que vous pouvez espérer de ces débats parlementaires, qu'ils soient également assez pacifiés et comme ça a été par exemple dans la Commission? Je crois qu'à partir du rapport tel qu'il est là, notre attente, c'est de voir comment ces recommandations vont être accueillies par le législateur, puisqu'en fin de compte, c'est lui qui tranche. Nous serons reçus en commission conjointe santé, justice et égalité des chances le 18 avril pour présenter le rapport, et ceci devrait ouvrir le débat politique. Notre espoir, évidemment, c'est que les recommandations soient suivies, mais chacun ses responsabilités. Nous avons, je pense, fait notre travail au monde politique, maintenant faire le sien. Oui, Sylvie Losberg, au monde politique, à faire le sien et à avancer sur ce débat, contrairement à ce qui était fait en 2018. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons des experts dans le groupe de travail présidé par Yvon Angler. Nous avons de très bons experts à la commission d'évaluation qui sont aussi de tous bords et qui vont dans le même sens. Donc je pense que sur le plan académique, scientifique, le retour de terrain, tout ça va dans le même sens. C'est aux politiques maintenant d'agir. Ok, alors on suivra du coup les débats. Et en attendant, j'invite aussi nos auditeurs à se plonger peut-être dans cette brochure 12 semaines et après qu'on peut trouver sur le site internet du Centre d'Action Laïque. On peut aussi la demander en version papier, qui reprend toute une série de témoignages de femmes et qui explique pourquoi elles ont dû avorter au-delà du
délai légal et évidemment le rapport de la commission. On peut le mettre sur votre site. Oui, on peut le mettre. On mettra du coup un lien également vers ces 25 recommandations du rapport chargé d'évaluer la pratique et la législation de l'IVG en Belgique. Yvan Angler, Sylvie Landsberg, merci beaucoup à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.